Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans Courbet. L'émission à racaille, qui pour sa partie artistique va vous causer dans le poste de Damien de Roubaix, en un jour si obscur. Après, ça vous dit quand même quelque chose sur ce qui va se passer. Voilà, ça annonce quand même quelque chose d'un peu sombre dans son travail. Bah, tout est sombre dans son travail. Mais moi, voilà, j'avais vu des affiches, j'étais tombée sur quelques lignes qui présentaient cette exposition à la BNF Richelieu, et j'avoue que j'avais été tentée. Déjà parce qu'il est graveur, et c'est vrai que la gravure, ça nous attire toujours. Il est graveur, sculpteur et peintre. Bon, ce qui ressort principalement de son travail, c'est tout de même son travail de graveur. Alors, c'est un artiste contemporain, ça fait du bien aussi de parler d'artistes contemporains. Et donc, il est né en 1972 à Lille. Il a donc aujourd'hui 52 ans. Et aujourd'hui, il travaille entre Meisenthal, qui est en Alsace, je crois, et Paris. Il a passé, on verra, il a passé quand même presque 10 ans à Berlin à travailler dans cette ville. Et donc, il a aussi participé à un atelier stéphanois qui s'appelait le 9 bis, apparemment un lieu artistique assez important qui a été reconverti. C'était un ancien atelier de Saint-Étienne qui a été reconverti en lieu d'exposition. Voilà, Damien de Roubaix a participé à beaucoup d'expositions collectives et personnelles. Donc voilà, qui est cet artiste ? Eh ben c'est un fils d'ouvrier qui donc il est né à Lille. Il a passé ses premières années dans la banlieue lyonnaise. Et il dit qu'à 19 ans, il savait pas que l'art existait, il connaissait pas spécialement, il aimait bien dessiner depuis tout le temps, il s'était inscrit à quelques cours de dessin le soir à Lyon, et c'est un de ses professeurs qui un jour a organisé un voyage à Arles pour visiter une exposition de Pablo Picasso, et il ne connaissait pas spécialement Pablo Picasso à cet âge-là, il était assez inculte. Mais les cours de dessin le passionnaient, donc il s'était inscrit. Donc le 20 avril 1991 à 14h30, là je retrace un peu ses paroles, hein, je parle à sa place, c'est la date exacte, puisqu'il dit avoir conservé le billet d'entrée. Il est rentré à l'espace Van Gogh à Arles, et il est tombé face déjà aux Demoiselles d'Avignon, puis après en tournant sur la gauche, il est arrivé dans une salle principale où se trouvait Guernica. Et là il a eu un choc artistique, son cœur s'est mis à battre, et il ne savait pas trop pourquoi. Il a demandé à un monsieur à côté de lui ce qu'était que ce tableau, enfin, et d'ailleurs c'est même pas un tableau, c'est une tapisserie en fait, et ce monsieur lui a répondu: mais c'est de l'art, jeune homme, et pour faire de l'art, comment on fait? Bah, il faut aller dans une école d'art. Donc là en fait ça a été son déclic. Il a décidé de devenir artiste. Et après, il a vu qu'effectivement, c'était pas le tableau de Guernica, c'était Picasso avait fait faire des tapisseries qui représentaient Guernica. Donc en fait, ça y est, il a ressenti quelque chose. Donc il va à la bibliothèque, il va essayer de travailler le dessin, de voir un petit peu. Donc il va emprunter des ouvrages avec des dessins de Michel-Ange. Il y a aussi un livre avec des gravures de Gauguin, et avec un petit peu de matériel, de l'encre et du papier qu'il obtient dans l'imprimerie dans laquelle il travaille l'été. Il s'essaie en autodidacte à la gravure, donc avec des bouts de lino, une gouge, une cuillère à café, je pense que c'est pour faire l'impression, un petit peu d'encre, et là il s'aperçoit que finalement il y a un monde qui va s'ouvrir dans la création. Donc il va faire une école préparatoire à Lyon et pour rentrer aux Beaux-Arts, et dans son école préparatoire, il s'aperçoit, on lui parle de Rodin qui lui travaillait je ne sais pas combien d'heures par jour. Il dit il faut bosser. Donc il va s'y mettre. Il va aller au musée des Beaux-Arts de Lyon pour faire des copies des maîtres anciens. Et comme il vient d'une famille d'ouvriers, effectivement, il n'avait pas l'habitude d'aller comme ça aux expositions, mais il va réussir le concours d'entrée aux Beaux-Arts de Rennes, donc de Saint-Étienne. Donc effectivement, on va sentir après des influences dans son travail, parce qu'il va être imprégné de Goya, de Dürer, d'Holbein. Et paradoxalement, quand il va être dans son école aux Beaux-Arts, il y aura plusieurs professeurs. Alors il y en a un qui va lui dire, je crois que c'est Favier, qu'il fallait oublier la peinture, que la peinture c'était terminé, et un autre qui va lui dire au contraire, il faut peindre comme Balthus. Et là, ils sont une douzaine d'amis qui viennent aussi tous de familles d'ouvriers, et donc qui est arrivé aux Beaux-Arts sans avoir toute cette culture, et qui vont se demander, mais comment est-ce que nous, vu d'où on vient, on peut peindre comme Balthus, qui est un aristocrate polonais, quoi. Ça leur paraissait complètement impossible, quoi.
Et paradoxalement, en fait, il écoute de la musique métal. C'est une musique, le métal, c'est une musique qui est arrivée après le punk. Hein, c'est une musique très engagée politiquement, une musique qui critique le capitalisme, la destruction de la planète, enfin, et une musique avec des paroles qui sont inaudibles quand on les écoute comme ça, donc qui demandent en fait un effort pour, si on a envie de comprendre ce qu'on écoute, il faut aller chercher ces paroles. Et en fait, cette musique a été sa première libération, en fait, par rapport à toute la violence qu'il pouvait avoir en lui, et on verra qu'il va reprendre vraiment des thèmes qu'il y avait sur les pochettes des albums métal qu'il écoutait. Donc, après les Beaux-Arts de Saint-Étienne, en fait, il y a une période de recherche et de doute. Il va arriver sur Paris, il va rencontrer des artistes parisiens qui, eux, sont plutôt dans les installations. Enfin, et là, c'est pas trop son monde, quoi. Il a pas forcément les mêmes codes. Donc, il va un petit peu prendre le contre-pied, se moquer un peu d'eux. Il dit qu'il pratique un petit peu d'aquarelle, comme si c'était une pratique de vieux, de peintre du dimanche. Enfin, et c'est assez marrant de voir comment il prend le contre-pied de tout ça. Et il raconte aussi que quand il était aux Beaux-Arts, oui, ça j'ai oublié de le mentionner, il avait des cours de cinéma. Et pour lui, ça a été très marquant aussi, des cours cinéma et peinture. Il avait un prof qui est très engagé, qui leur a fait voir plein de films, comme Les Temps modernes, Potemkin, où effectivement, il y a déjà il y a le travail sur le noir et blanc, et puis l'engagement politique. Donc comment en fait on pouvait gratter ce vernis de la société dans laquelle on vivait. Et là, du coup, il y a une conscience politique et picturale qui va se développer, et il va pouvoir après travailler avec toutes ces références. Et on voit vraiment, je trouve, dans son travail que c'est rempli effectivement de choses qu'il prend un peu partout et qui sont très fortes, quoi. Et paradoxalement, il a travaillé à l'Urdla. Alors l'Urdla, c'est l'utopie raisonnée pour les droits de la liberté en art. Voilà, c'était un atelier collectif d'impression d'art qui a été créé par Max Schendorf en 1978. Donc il fut le président, Marc Schendorf. Et en 2003, ce Urdla est devenu le centre international de l'estampe et du livre, un lieu assez unique en France où les artistes ont accès à toutes les techniques de reproduction d'originaux, que ce soit les estampes, la lithographie, c'est avec des anciennes presses, enfin voilà, c'est un lieu qui a été très important, et lui donc va côtoyer cet atelier où il sera vraiment soutenu. Et donc à partir de 2005, il va développer cette pratique de la gravure qui va être liée à la peinture. Et il va vivre aussi à Berlin, presque une dizaine d'années. En fait, au départ, il fait une résidence, et il va complètement adhérer à ce qu'il rencontre à Berlin, à cet esprit d'ouverture qui imprègne la scène artistique allemande, toute l'énergie qui s'y dégage. Et il aime beaucoup le dadaïsme, et dit que le dadaïsme berlinois est bien plus intéressant que le dadaïsme en France, qu'il y a un engagement politique qu'il va pas retrouver en France, quoi. Donc voilà, il va rester une dizaine d'années en Allemagne, et ce qu'il précise, c'est qu'effectivement en Allemagne, il avait pour le prix d'un 18 mètres carrés à Paris, il avait un studio, il avait un atelier de 100 mètres carrés, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que tous ceux qui côtoient la scène artistique berlinoise, vraiment, ressentent la même chose, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe de très fort, quoi. Oui, surtout aussi avec la libération de Berlin-Est, parce qu'à Berlin-Est, il y avait beaucoup d'anciennes usines, etc., qu'ils ont pu occuper, quoi.
c'est un morceau du groupe metal Terrorizer qui s'appelle World Downfall, donc la chute du monde. Et c'est un des thèmes qui reprendra sur certaines de ces gravures. Effectivement, sur ces gravures ou ces peintures-gravures, il y a souvent des mots comme ça qui sont marqués en lettres assez importantes, qui sont des reprises d'albums métal, quoi. Et donc voilà, dans son travail, si on parle un petit peu de son travail maintenant, alors déjà ses œuvres sont en général ses tableaux sont assez grands, que ce soit ses gravures ou ses toiles. Gravures, c'est surtout les gravures qui sont impressionnantes, parce que les tableaux, on a l'habitude des tableaux gigantesques, si on parle de Guernica par exemple, mais en gravure, on n'a pas l'habitude de voir des planches aussi gigantesques, 3 mètres sur 2 mètres, etc. Voilà, ça demande des matrices magnifiques, quoi, parce que bon, quand on a une gravure de cette taille, enfin une matrice de cette taille, pour l'estampe, c'est assez rare, quand même. Ouais, alors dans cette exposition, justement, il y a... À part notre camarade qui est en réclusion, pas en réclusion, en exil en Bretagne Sud. Ah oui, ce que faisait Agnès Dubart. Ouais. Ça m'a fait penser, effectivement, quand j'ai vu ces plaques, là, je me suis dit, ça me fait penser à Agnès, ça m'a fait penser à Clément, notre Van Gogh de la gravure. Dans son travail, il y a un côté, il est passionné, cet homme-là. Enfin, on sent bien, parce que il s'est mis à l'art, peut-être il avait à peine 20 ans, mais depuis, il ne fait que travailler, quoi. Il y a un petit film à la fin de l'exposition, où on le voit justement dans son atelier, parce qu'il doit proposer quelque chose pour, je crois que c'est un prix Marcel Duchamp dans lequel il doit, voilà, et en fait il n'est pas content de l'œuvre du tirage papier, et finalement il va proposer la matrice, et ça m'a fait penser à Alice aussi, notre Alice Amoroso, qui dans notre exposition Encre a exposé la matrice de ce jeune britannique qui avait été tué par l'armée israélienne, et du tirage, quoi. Et donc la matrice reste importante, et là on a dans l'exposition une matrice d'elle qu'on retrouve, c'est un modèle qu'il a copié d'après une gravure de Dürer, qui remet régulièrement dans plusieurs de ses œuvres, quoi. Et donc, il dialogue en permanence avec donc les maîtres du passé, parce qu'il va reprendre des éléments qui l'ont inspiré. Ça, c'est important quand même, parce qu'il est justement un peu à contre-courant de l'art contemporain. Oui, à contre-courant, pas vraiment, je trouve, parce que les techniques qu'il utilise, plus peut-être l'inspiration qui préside à sa création plastique, est très contemporaine, de mon point de vue. Ouais. Enfin, ça se discute. Hein, oui, mais moi je voyais plus au niveau de sa pratique ou de ses inspirations, quoi. Ben justement, sa pratique peut paraître anti-contemporaine, si on va adopter cette expression, mais la pensée de son travail, pour moi, est très contemporaine. Ouais. Alors lui, il est obsédé effectivement. Hein, ses obsessions, c'est la société actuelle, c'est ce capitalisme qui ravage tout, c'est toutes ces pulsions humaines qui se répètent, qui poussent les hommes vers la guerre, la domination, l'exploitation, l'extraction, le viol, l'humiliation, le mépris. Enfin, voilà, il va vraiment et on va retrouver ces thèmes-là dans chacun de ces tableaux sous plusieurs formes. Et par exemple, il y a il critique la finance, il va critiquer les médias, donc on voit sur certaines œuvres, il y a des micros partout, des têtes qui ont des antennes qui partent, enfin, il y a vraiment des thèmes, tous ces thèmes sont récurrents, il critique l'armée, la police, les lobbies, enfin, voilà, il y a tout ça a besoin de s'exprimer sur la toile ou sur la matrice, et par exemple, il y a un Headbangers Ball, je crois que c'est le titre d'un tableau. Ça fait aussi référence à une émission musicale qui était consacrée au métal. Donc il y a toujours cette présence du métal, et il y a un bouquet d'iris. Il s'inspire du bouquet d'iris de Van Gogh, qui le bouquet de Van Gogh était très très coloré. Et lui, il le fait en noir et blanc, en impression. Et donc sur la droite, si on fait attention, on voit qu'effectivement il y a une tête de mort un peu en flamme qui vient du métal. C'est un peu l'impression générale, parce que moi je parle toujours un peu
à propos de mes impressions plutôt qu'à propos de la compréhension intellectuelle d'une œuvre, eh bien, c'est noir, noir, noir. Noir, c'est noir. Ouais, et quand il y a une petite vidéo où on le voit qui est interviewé pendant 1h40, bon c'est dommage parce que le son est vraiment de mauvaise qualité, donc c'est difficile de tenir sur la durée pour l'écouter, mais en tout cas ce que j'ai entendu quand il parlait de son travail, c'est aussi quelqu'un qui travaille quand même pour lui, c'est-à-dire que il travaille pas pour plaire, c'est-à-dire que sinon on de s'exprimer de telle manière, voilà. Ça c'est important aussi que ce soit dit quoi. Il fait ce qu'il a envie de faire et il est perfectionniste hein, puisqu'il va faire des tirages jusqu'à ce que ça lui plaise. Mais par contre, il n'aime pas gâcher, donc en fait il va beaucoup travailler sur le collage. Donc, ce qui peut rappeler un peu le montage cinématographique ou le collage de ces papiers c'est pour ça qu'on va retrouver des thèmes, par exemple l'aile de Némésis, là on va la retrouver sur plusieurs tableaux parce qu'il réutilise des morceaux de tirage qui lui plaisaient pas, donc il garde une seule partie, enfin, voilà, c'est dit que c'est pas vraiment de la récupération, c'est simplement qu'il jette rien et qu'il a toujours quelque chose d'intéressant à récupérer sur un travail qu'on pourrait dire raté, quoi. Ouais. Non, si vous voulez, du point de vue techniquement, c'est quelqu'un qui semble assez performant. Ce que je supporte moins dans un travail comme le sien, c'est cette noirceur. Il y a aucune petite note d'espérance, il y a rien. Même les couleurs sont. Il n'y a pas une note, un jaune qui va illuminer quelque chose ou un rouge aussi qui va faire saigner une œuvre. C'est noir, noir, noir. Voilà, et beaucoup de squelettes qui batifolent dans tous les sens, beaucoup de têtes de mort, beaucoup d'animaux reptiliens, etc., etc. Ouais, c'est presque un naufrage de l'amour de vivre ou de la beauté du monde, quoi. Voilà, c'est un artiste important, il fait un travail important. D'ailleurs, ma camarade m'a ramené le bouquin de l'expo qui est magnifique. Enfin, la Bibliothèque nationale fait pas du caca, voilà. Mais même si on oublie évidemment, et il faut le faire, on oublie le côté commercial de ce travail. Il n'y a aucun côté commercial d'ailleurs dans ce travail. C'est un rebutoir amateur. Mais bon, non, pour quelqu'un qui est un peu fragile de la tête, c'est pas recommandé. Ouais, si vous avez des ennuis financiers, vous pouvez pas payer vos crédits et tout ça, éviter cet artiste. Ouais, il y a des têtes, à un moment, c'est des tableaux, c'est ce qu'il y a dans ma tête, donc effectivement, c'est des têtes immenses. Il y a souvent des bouches cousues ou fermées avec des fermetures éclairs, des feuilles qui poussent sur le cerveau. Enfin, effectivement, c'est noir, ça, je suis d'accord. Et quelque chose qu'on aime bien tous les deux, c'est ces bâtons de conte, là, voilà. qu'il a sculptés. Ouais, on va dire, c'est les seuls sourires de son œuvre, parce que ce sont des bâtons à tilleul. Le tilleul, c'est un bois magnifique et en général, il décore le pommeau avec un dessin en noir ou une gravure ou peut-être qu'il travaillait aussi avec un fer chaud là pour faire. Oui, il a fait un peu de pyrogravure, donc voilà, c'est possible. Pyrogravure, ouais. Voilà. Ça, c'est, si vous voulez, de mon point de vue en tout cas, c'est la partie la plus vivante de son œuvre, la partie où on sent l'humanité chez lui. Par contre, pour tout le reste, non. Et quand on le voit travailler, ça c'est le petit film d'Éric Pellet, quand on le voit justement il y a 9 minutes à la fin de l'exposition, on le voit dans son atelier, c'est pas quelqu'un de morose, hein, c'est quelqu'un qui a cette énergie de travail. Moi, il me fait vraiment penser à notre Clémence Convert, qui déborde de passion et qui a envie qui n'écoute que ce qu'il a envie de faire, quoi. Oui, mais leur passion... je ne veux pas dire malheureusement, parce qu'une passion d'artiste, c'est une passion d'artiste, c'est très respectable. Mais s'ils pouvaient éclairer un peu leur œuvre avec quelques couleurs un peu chatoyantes ou avec quelques traits un peu légers, ça serait pas plus mal.
Parce que c'est vrai qu'on avait vu l'œuvre de Dana Schutz au musée d'art moderne, qui elle est très très colorée et qui est aussi très critique de la société. Sauf qu'effectivement, c'est de la couleur. Et sauf qu'effectivement, comme par hasard, c'est une nana qui est capable de montrer la saloperie du monde, mais en couleur, et qui personnellement me touche beaucoup plus qu'un travail en noir comme ça, en estampe ou en peinture qui fait dans la grisaille, quoi, voilà. Dana Schutz, pour moi, c'est voilà, une artiste contemporaine, très engagée, parce que faut pas parce qu'il y a de la couleur que c'est pas un engagement, au contraire. Elle flirte, elle, avec des choses impossibles, c'est-à-dire faire montrer la douleur du monde avec des couleurs. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, moi, ce que je conseille, c'est quand même que son œuvre, il faut quand même aller la voir. Ah bah oui. Parce que par exemple, moi j'ai vu là sur ces grandes matrices, on voit comment il y a beaucoup de bois de tilleul et on voit comment il travaille, comment il attaque justement sur des épaisseurs différentes selon les endroits de la matrice. Enfin, c'est très intéressant en tout cas. Et ça commence par la première œuvre, c'est une œuvre qui est un peu en couleur justement, où il y a ce bouquet d'iris qui est en collage sur une œuvre, sur une peinture à l'huile, et c'est quand même très fort. On arrive là, on est quand même un peu impressionné, quoi. Et moi qui suis plutôt à préférer les choses peut-être plus joyeuses ou plus douces, là quand même j'étais scotchée dans cette exposition, quoi. Oh non, ça je veux bien le croire, parce que en regardant le magnifique bouquin qu'a produit la Bibliothèque nationale, avec ses reproductions de gravures, de peintures, de sculptures, on sent ce que tu as ressenti en visitant cette expo, avec moins d'émotion certainement, parce que c'est vrai, comme tu le faisais remarquer tout à l'heure, que de voir une œuvre comme ça, sans l'intermédiaire d'une reproduction papier, c'est quand même plus intéressant qu'une œuvre sur un livre aussi magnifique soit-il. Ce qui est le cas de mon livre. Alors voilà, c'est la suite du morceau World on Faux du groupe Terrorizer. Les expos, donc cette expo Damien de Roubaix à la BNF Richelieu, voilà, Pollock, les premières années au musée Picasso jusqu'au 19 janvier, Jacques Prévert, le rêveur d'images au musée de Montmartre jusqu'au 16 février, Éric Dubuc au MAM et Josephson jusqu'au 16 février, Éric Dubuc prolongé jusqu'au 23 mars, Eugène Carrière, peintre et humaniste au musée Eugène Carrière à Gournay-sur-Marne jusqu'au 30 mars 2025, Ariette Backer, la musique des couleurs au musée d'Orsay jusqu'au 12 janvier, Caillebotte, peindre les hommes à Orsay jusqu'au 19 janvier, les figures du fou au Louvre jusqu'au 3 février, José de Ribera au Petit Palais jusqu'au 23 février et Nadia Léger au musée Mayol jusqu'au 23 mars. Le culturel de la semaine. Robert, tu as regardé un doc sur Simone Veil. Oui, un doc sur Momone, comme l'appelait Chirac. Voilà, sur évidemment son combat pour l'avortement des femmes, que les femmes ne meurent plus
en se faisant avorter, et les bébés aussi évidemment, mais surtout les femmes, l'hécatombe est invraisemblable, voilà, qui mourraient d'hémorragie, etc., de suite affreuse, et qui s'est battu effectivement pour faire cesser cette boucherie avec des hommes, enfin des députés pas vraiment coopératifs, même dans son propre parti, qui était la droite, voilà, mais elle a eu le soutien indéfectible de Chirac et de Giscard d'Estaing, qui étaient quand même un peu en concurrence, voilà, mais qui en fin de compte ont appuyé d'une manière considérable pour qu'elle puisse faire passer cette loi qu'elle a fait voter par une Assemblée nationale. Quasiment les 2/3 de l'Assemblée ont voté pour, voilà. Mais on voit qu'encore une fois, on voit l'impéritie des politiques, enfin surtout les hommes, parce qu'à ce moment-là, à l'Assemblée nationale, il devait y avoir 2-3 femmes sur 400, presque 500 députés, quoi, voilà. Et si vous voulez, le travail qu'a dû assumer Simone Veil était un peu en rapport avec ce différentiel, quoi. Et on voit évidemment les tractations, les combines, les refus, les acceptations, toute cette espèce de méli-mélo de comment dirais-je, de pensée malveillante envers, si vous voulez, un progrès qui aurait pu protéger les femmes, dont leurs femmes, à ces crétins de base, les députés, ou leurs filles. Voilà. Oui, moi j'aime beaucoup cette femme, Simone Veil, même si je ne partage pas du tout ses idées politiques, mais c'est quelqu'un qui était honnête, mais d'une manière forcenée, qui a été évidemment, qui a subi cette épreuve épouvantable, innommable d'Auschwitz, avec sa sœur et sa mère, qui en sont mortes, je crois. Enfin voilà, c'est quand même quelqu'un qui après avoir... D'ailleurs, quand elle est revenue d'Auschwitz, elle ne pouvait pas coucher dans un lit, elle couchait par terre. Voilà, c'est une chose qui m'a marqué dans l'histoire de Simone Veil, qui après a pu récupérer un petit peu de, comment dirais-je, d'humanité, et mener la carrière politique qu'on sait. Et Gisèle Halimi n'était pas très loin d'elle dans ce combat pour les femmes, dans ce combat pour éviter que l'avortement soit une manière déguisée de suicide. Voilà. Ouais. Ah, moi, Gisèle Halimi, c'est une femme exceptionnelle dans ses combats, quoi. Pour moi, elle est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, il n'y a pas à dire. Il y avait la Giroud aussi dans le coup, mais qui était moins brillante. Voilà, et donc moi jeudi j'ai bravé la neige, le froid, je suis allée à la galerie Terre d'Aligre, c'est une galerie donc qui expose des céramistes dans le 11e arrondissement, parce que j'avais reçu un mail de la présentation d'un livre qui s'appelait La poète au manoir, et ça m'avait interpellé l'histoire. En fait, c'est l'histoire de Marie Talbot, qui est une femme paysanne bâtarde, sculpteur, qui est née en 1814, donc au 19e siècle, dans le petit village de La Borne, qui est un village de potiers, et Ingrid Glowacki, qui est l'auteur de ce livre, retrace à partir de documents tirés d'archives, donc de dates, et de la vie qu'il pouvait y avoir à l'époque dans ces campagnes, retrace par le romanesque la vie de cette femme, qui a été une femme hors de son temps, puisque les femmes à l'époque n'étaient pas admises dans les ateliers de poterie, si ce n'est pour mettre les anses des pots. Et elle, en fait, va réussir à être formée comme potier, elle va avoir son atelier, elle va vendre, enfin. Et aujourd'hui, ces sculptures sont vendues très très cher, sont même mises aux enchères. Et en fait, elle va
faire des représentations de femmes, donc des femmes qui sont des femmes de bouteilles, un peu des femmes fontaines, des bouteilles, des pots, des fêtages, et elle va mettre des femmes partout avec des habits très travaillés, des coiffures, enfin elle a vraiment, c'est vraiment de l'art populaire, moi qui me transporte énormément. Alors dans le roman que j'ai acheté du coup, que j'ai pas encore terminé, sa vie est prenante. Par contre, il n'y a pas de représentation graphique de son travail, mais il y a certaines de ses œuvres qui sont au musée de la Borne, et il y a un livre qui est édité, qui est en rupture pour l'instant, qui est là avec beaucoup d'illustrations de toutes ses œuvres. Et j'avoue, c'est absolument, c'est fantastique, quoi, de voir tout ce qu'elle a créé. Et en fait, elle est à cette époque-là, quoi. Elle était vraiment précurseur de son temps. C'est une des rares femmes qui ait pu avoir comme ça accès à ses ateliers et à travailler de cette manière, comme les hommes de l'époque. D'ailleurs, elle travaillait en pantalon. Enfin, voilà, elle s'est mariée, mais tardivement, parce qu'en fait, le mariage l'intéressait pas. Ce qu'elle voulait, c'était vraiment travailler cette terre. Dès qu'elle a été petite, en fait, ce que son beau-père, enfin, son vrai père qui a engrossé sa mère, qui était donc la servante à l'époque, était lui dans l'atelier de poterie. C'est lui qui va lui permettre quand même d'apprendre ce travail. Elle récupérait des petits bouts de terre, elle faisait des petits bricolages un peu partout. Enfin, ça fait un peu penser aussi à Camille Claudel, avec ses vocations très précoces, en fait, quoi. Et tout de suite, le salut aux Aminches. Claude et André de la Nation. Claude et William, nos poteaux de Brest, qui en quelque sorte, avec le réchauffement climatique, devenu une espèce de côte d'Azur bretonne, avec des palmiers, avec une croisette et tout, un patacle. Jean-Paul Souvraz, un grand peintre de Schnorr, qui habite Coup de Kerbranche, dans la banlieue de Dunkerque, un petit patelin avec ses petites maisons du Schnorr en briques, avec le petit jardin derrière qui donne sur la cuisine, ou la cuisine qui donne sur le jardin. Voilà. Jean-Paul Souvraz, on aime l'homme et on aime le grand artiste. Claudine, une camarade de combat, ma camarade de combat, qui sont de potes, hein, et j'en passe, c'est des meilleurs. Corinne, Anne-Emmanuel et Frédéric, dit Fredo, 3 artistes qui exposaient là récemment rue du Faubourg Saint-Antoine. Pareil, ça a bien marché, tant mieux pour eux. Juliette Planck, une artiste graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, et qui anime aussi entre deux une émission radio qui s'appelle Radio Bigaille. Sophie Villoutraix-Brageux, une graveuse et peintre versaillaise, qu'on aime beaucoup aussi, qui doit revenir du Sénégal un moment à l'autre. Clément, c'est notre Van Gogh à nous, le Van Gogh de la taille d'épargne, qui grâce sur tout ce qui bouge. C'est vraiment un cas. Passez 10 minutes avec Clément, et après vous faites une grande sieste. Agnès Dubar, une graveuse lilloise qui est maintenant en relégation en Bretagne Sud, et dont on vous a parlé dans cette émission, parce que quand on l'a connue, elle faisait des gravures immenses. Voilà. Maintenant, elle a changé un peu de style. Thierry Morciot, un graveur bruxellois magnifique aussi, qui fait qui travaille plutôt sur cuivre, mais qui a cet esprit un peu fantastique, un peu étrange, des graveurs ou des dessinateurs ou des peintres du Nord. Enfin, du Nord, pas du Belgique, quoi. Flamand, ou pas flamand, lui il n'est pas flamand. Alice Amoroso, l'une des plus jeunes graveuses du monde, qui travaille de manière magnifique, enfin bon, je ne vais pas vous en... avec Raoul Villoulard aussi, un jeune graveur magnifique, et Colette et Jacqueline, 2 veuves d'artistes, de grands artistes. Pour Colette, c'est Odon, Colette qui vient de nous quitter, hélas, et Jacqueline, qui ne nous a pas encore quittés, enfin on n'est pas au courant, qui est la veuve de Raymond Imbert. On est triste pour Colette, on aimait vraiment beaucoup. Ouais. Liliane et Laurence, là aussi, il y a la tristesse dans l'air, parce que Liliane a fait ses adieux à la vie. Il reste Laurence, sa sœur, pour écrire, pour continuer à
à poursuivre leur œuvre littéraire. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, Marie-Christine et Christophe, des militants de chez Chemelette, Cécile, te la sens, ma cinquième puissance, oui, ma Cécile, on la sent et on t'aime, la rousse flamboyante, qui anime 2 émissions pour les enfants et pour leurs parents, sur une radio Omni, le mercredi après-midi. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-Marlotte, dont nous avons découvert la belle œuvre à la librairie librairie L'Empreinte, tenue par Florence Quenu à Bourg-Marlotte. Dominique Poladardon, une galériste magnifique qu'on a beaucoup aimée et dont on chérit le souvenir maintenant qu'elle est partie pour folâtrer dans les plaines du Grand Manitou. Et sa maman, Thérèse Franco, elle aussi partie. Deux galéristes qui ont fait bouger un peu le popotin du milieu artistique parisien. Marie Degnaud, galériste d'un lieu qui s'appelle Kaleidoscope, Antoine Manoury des Champignons et Anna Sinoratsky, une peintre polonaise magnifique qu'on adore. L'émission est à l'écoute sur notre blog caracal.fr et on se sépoucou avec Faut vivre de Mélismel. Salut les copines, salut les copains. Ouais, salut à tous. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre.
faut vivre.